Retour sur ce plateau pour démarrer l'analyse, le décryptage de quelques informations relayées par certains quotidiens parus ce jour. Nous allons démarrer par l'audit du fichier électoral, les recommandations de Patrice Talon au comité de pilotage Joseph Fraternité qui en parle à l'instar des autres quotidiens parus ce jour. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Marc Goudjanou. Bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous nos amis internautes et téléspectateurs. Roland Tonéikès, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Alors, je le disais tantôt, l'audit du fichier électoral Fraternité affiche les recommandations du chef de l'État, Patrice Talon, au comité de pilotage. Marc Goudjanou. Oui, il faut remarquer qu'à plusieurs reprises, on est revenu sur cette actualité où les partis de l'opposition avaient demandé à ce que cet audit soit fait. Et c'était en 2023. Ils faisaient la demande au chef de l'État. Et finalement, le processus a commencé, s'est enclenché en 2024 avec la rencontre avec le ministre de la Justice. Et dans la droite ligne, je pense que du moment où le comité a été installé et que ce comité a, à première vue, une connotation un peu des personnages de la société civile qui sont dedans. Et également, il faut remarquer... Des personnes censées être neutres. Oui, des personnes censées être neutres. Et l'autre chose est que après l'installation, malgré que certains partis de la mouvance présidentielle n'aient pas totalement donné leur quitus de façon très claire par rapport à l'audit de ce fichier et que le chef de l'État, dans sa volonté, a voulu quand même mettre les moyens à disposition de ce comité pour que le travail soit fait. Ce qu'on a d'ailleurs loué ici et applaudi et remercié le chef de l'État pour cette dynamique et cette ouverture envers l'audit de ce fichier-là. Aujourd'hui, hier, je dirais, il a pu échanger avec ce comité-là. Il a pu souligner quand même quelques points qui lui paraissent un peu importants par rapport à l'audit de ce fichier. Il est revenu sur un certain nombre de détails ou de points où peut-être que ce n'est pas forcément, en tout cas, une vérité absolue en la matière lorsqu'on prend en compte le climat politique dans lequel nous sommes, lorsque le chef d'État dit que toujours est-il qu'au Bénin, il n'y a jamais eu de fraude dans les urnes et que ça dépend de la lecture que chaque acteur politique en fait et de la lecture que la société civile également en fait et de la lecture que les observateurs en font. Est-ce réellement le cas lorsqu'il dit peut-être que c'est vrai que le fichier électoral pris en l'état est plutôt un outil technique. Mais l'on ne peut pas éloigner de cette analyse-là que c'est un instrument politique aussi. C'est un instrument politique où il faut remarquer que lors des dernières élections, il y a eu quand même quelques mécontentements par rapport à certains partis politiques, où il y a eu parfois, certains parleraient peut-être d'exclusion à un moment donné, où il n'y a pas eu totalement d'ouverture en ce qui concerne, en tout cas, les échéances qui avait eu lieu en cette période. Et donc, il y a lieu de ne pas oublier ou de ne pas omettre cet aspect politique que revêt en réalité le fichier électoral. Et donc, mis à part le travail technique qui doit être fait, si déjà dans le discours du chef de l'État, moi je lis déjà une opposition à ce que, même si éventuellement, à l'issue de l'audit, même s'il y a éventuellement des points qui touchent, d'accord, à la relecture du code électoral, le chef de l'État dit qu'on ne doit pas toucher à un certain nombre de dispositions, on ne doit pas toucher à un certain nombre d'acquis constitutionnels ou institutionnels qui avaient été déjà faits, mais ce n'est pas forcément une fin en soi, parce que lorsqu'on sait que c'est un fichier qui est technique, et en dehors de cet aspect technique, c'est un outil électoral. Donc, il y a matière à ce que quand même tous les acteurs politiques
à divers niveaux puissent s'interroger si à un moment donné l'audit donne des résultats qui sont quand même très mitigés ou très contestés à un moment donné. Donc, il va falloir quand même revoir les choses. D'abord, le chef de l'État exprime déjà le besoin, également son opinion en ce qui concerne qu'il n'y aura pas forcément relecture du code électoral. Et donc, déjà, il faut que ceux qui sont habilités à faire le travail, c'est en quelque sorte une pression qui leur est mise, en réalité, par le chef de l'État. Moi, quand j'analyse un peu les mots du chef de l'État, c'est comme s'il leur met la pression déjà. Il leur dit, quel qu'en soit ce que vous allez faire comme travail, il y a un certain nombre de choses, par exemple, même à l'issue de vos résultats, qu'on ne touchera pas un certain nombre de choses. Et donc, du coup, même s'il y a des gens de la société civile, même s'il y a des gens qui sont chargés, qui sont des experts en matière de gouvernance, par exemple, c'est qu'on ne peut pas forcément dire de façon nette et claire qu'ils n'ont pas de connotations politiques. Et donc, pris en l'état, c'est sûr que forcément, à l'issue de ce dit, si le résultat technique qui est donné est un résultat qui demande à ce qu'on revoie un certain nombre de choses. Il a parlé, par exemple, où on ne demanderait pas forcément de faire une assise nationale, par exemple, par rapport aux résultats qui seraient issus, par exemple, de ce fichier-là. Et donc, il y a un certain nombre de points qu'il a abordés quand même que moi, je trouve quand même que ce n'est pas forcément quelque chose qui va arranger tout au long, en tout cas qui va faciliter le travail de ce comité qui est installé là. Parce que là, maintenant, le comité est sous pression. Le comité se dit, le travail que je dois faire, voilà que le chef de l'État a déjà donné son mot par rapport à certains points qu'il dit qu'il ne sera pas du tout nécessaire de pouvoir toucher. Et donc, peut-être dans la suite, on va observer le travail qui sera fait. On va permettre également aux autres acteurs politiques de la scène de pouvoir quand même observer eux aussi le processus et de voir quelle issue sera donnée quand même à ce résultat. Mais c'est le même président qui dit qu'il veut que les choses soient parfaites pendant qu'il est à la fin de son mandat. Exactement. C'est vrai que c'est lui qui veut que les choses soient parfaites. Et je pense que souvent, lorsqu'on aborde le sujet, on arrive à un consensus où on sait que le fichier n'est pas seulement pour un parti politique ou pour un autre, bien que le fichier électoral soit un outil politique. D'accord, mis à part que c'est un outil technique, d'accord, en ce qui concerne non seulement le recensement des Béninois, également un certain nombre de critères en ce qui concerne les Béninois, mais en dehors de ça, c'est que c'est un outil politique. Et tant que c'est un outil politique, ça veut dire qu'on doit être très regardant en ce qui concerne tout le travail qui sera fait de façon minutieuse. Pourquoi on est arrivé alors à l'étape de l'audit du fichier électoral? C'est parce qu'on est en train d'estimer qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, il va falloir auditer pour pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ce qui ne va pas dans le fichier électoral ou bien quelques erreurs qui ont été commises dans ce fichier-là, est-ce qu'il y a possibilité de les corriger? Et en faisant les corrections, est-ce que ça ne nécessite pas forcément des corrections qui vont mettre en cause, d'accord, la liste électorale? Et donc, s'il n'y a pas matière, je pense que le travail qui sera fait, le résultat va déterminer en réalité quelle suite il pourra donner. Bien que le chef de l'État ait cette bonne volonté, n'oublions pas que le chef de l'État, mis à part être chef de l'État, il a des partis qui se réclament de sa mouvance présidentielle. Et donc, même ses orientations à lui ont des relancées politiques. Et donc, tout compte fait, je ne pourrais pas donner carte blanche à tout ce qu'il dit sans ne pas avoir quand même de réserve en tant qu'analyste. Roland Tonné-Iges. Oui, j'ai suivi l'intervention du chef de l'État. Je crois que oui, on peut revenir sur certains points. C'est vrai que le chef de l'État dit clairement qu'il ne faut pas que l'audit soit un prétexte pour relancer les contestations politiques. Il ne faut pas que cet audit aussi donne lieu à ce que les gens disent qu'il faut réviser le code électoral. Mac l'a rappelé, que cela donne lieu à ce que les gens demandent qu'on ait une assise nationale. Déjà, ceux qui estiment, qui espèrent qu'il y ait une assise nationale ont déjà la réponse à travers cette sortie du chef de l'État. Et puis après, quand le chef de l'État dit que le Bénin n'a jamais pensé qu'il y a de fraude dans les urnes, oui, je peux peut-être concéder ça au chef de l'État parce qu'il est le premier citoyen. Le premier citoyen ne peut pas accepter à la face du monde qu'il y a des fraudes dans les urnes. Donc pour ça, on peut comprendre parce que c'est quand même une mauvaise image, que le chef dise que oui, il y a des fraudes dans les urnes, et notamment, surtout qu'il est en train de finir un mandat et que sous sa gouvernance, il y a plusieurs élections en 2019, 2020, 2021, 2023. Et donc s'il reconnaît, s'il dit qu'il y a fraude dans les urnes, c'est que quelque part, il reconnaît que c'est sous la fraude que les gens qui le soutiennent ont été élus, ou que lui-même il a été élu en 2021.
Ceci étant, donc je concède que le chef de l'État le dise comme ça, juste pour l'image et pour l'honneur de notre pays. Mais au fond, on a vu des images circuler en 2019 où les gens estampillaient les bulletins de vote et mettaient dans les urnes. Ce n'est pas que ça. On en a vu dans plusieurs départements, que ce soit dans l'Ouémé ou dans le Koufou, et même dans la partie septentrionale du Bénin. Certains ont eu à poser ces actes-là. Les images ont circulé, nous n'inventons rien. Fort heureusement que les images ont circulé, on a pu voir, donc personne ne dira aujourd'hui que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est monté de toutes pièces. Sauf que, en fait, quand je regarde tout ça, je me dis, il y a nécessité à se poser des questions. Le chef de l'État est dans la posture de finir son mandat. Il a dit, tout est perfectible. C'est vrai que rien ne pourrait être aussi parfait. Nous sommes des hommes, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et tenant compte de ça, c'est que la liste électorale que les gens demandent à auditer, c'est vrai qu'il a dit qu'il faut que l'audit soit fait loin des intentions partisanes. Je suis d'accord, je suis formel là-dessus. Parce que oui, le chef le dit, et c'est pourquoi il le dit. Par le passé, une certaine société civile était acquise à cause de l'opposition. Et cette opposition, cette société civile acquise à une certaine opposition, a contribué à l'avènement au pouvoir d'un certain courant. Donc, le chef, connaissant très bien le système, prévient pour dire attention, ce que nous avions fait peut-être, ou ce que vous aviez fait peut-être hier, ne le faites plus aujourd'hui. Vous faites votre travail de façon désintéressée et vous évitez impartial, et vous évitez que les gens s'interfèrent, vous donnent des orientations, parce que, sachant que ce que vous avez fait hier, on sait ce que ça a donné. Donc, pour éviter que ce que ça a donné là, ça, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets, il est en train de prévenir pour dire attention, je ne veux pas ça. Ça se comprend. Ça se comprend clairement. Et donc, c'est en cela que moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, quand on prend les différentes déclarations du chef d'État, il faut comprendre. Il faut comprendre clairement que oui, il connaît bien le système. Il sait comment le système a fonctionné par le passé. Et donc, aujourd'hui, il ne veut pas que le système fonctionne de la même manière parce que quand le système fonctionne comme ça, en réalité, ça broie tout sur son passage. Et donc, pour éviter ce revers-là, il vaut mieux quand même dire. Et je crois que aujourd'hui, les acteurs qui sont dans ce comité de pilotage que je veux nommer, Michel Alopo, Gustave Assa, et Jean-Baptiste Elias et autres, doivent pouvoir comprendre également que pour que les Béninois les respectent et les comprennent, en réalité, ils doivent faire un travail de façon impartiale pour qu'on ne sente pas qu'il y a la main de l'opposition, que ce soit le Parti des démocrates, que ce soit JSR, que ce soit... Et c'est pour ça que je disais que c'est fort heureux que le comité qui a été mis en place, ils se sont arrangés pour que ce ne soit pas les acteurs politiques, mais que ce soit des acteurs de la société civile. Sauf que, oui, Marc l'a dit, les acteurs de la société civile, c'est quand même des Béninois au-delà de tout, qui peuvent se réclamer d'être d'un courant politique. Ça peut être démocrate, ça peut être FCBE, ça peut être JSR, ça peut être FN. Et donc, dans une certaine mesure, ça peut transparaître, mais s'ils font l'effort de ne pas faire transparaître leurs motivations, leurs intentions, les intentions de leur parti politique, ça va être un travail de qualité. Parce qu'au-delà de tout, vous savez, quand on parle d'audit du fichier, c'est quoi? C'est-à-dire que, oui, on l'a tout le temps rappelé, je le rappelle, il y a question des morts qu'il faut extraire de la liste, il y a la question des mineurs qui doivent voter ou bien qui ont l'habitude de voter dans certaines régions qu'il faut enlever. Il y a la question des résidences qu'il faut régler avec les centres de vote et les bureaux de vote qu'il faut régler. Donc, il se peut que dans ce travail, parfois, des régions qui ne soient pas favorables à tel courant, c'est-à-dire que, compte tenu de leur orientation politique, les gens disent, bon, dans cette région-là, bon, comme c'est favorable à un courant-là, on ne touche pas parce que, bon, on leur donne la clé pour dire voilà ce qui va se passer, tout ça. Donc, non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que le travail soit fait de sorte que tout le monde parte aux élections à chance égale. C'est vrai, moi je crois que, puisque le chef l'a dit, je crois que les prochaines élections, les unes seront surveillées comme du lait sur le feu. Et je crois que les centres dans lesquels parfois, à 8 heures déjà, les gens ont déjà fini de voter, parce qu'il y a des localités quand même où les gens ont fini de voter à 8 heures ou à 9 heures. Et puis après, c'est passé aussi facilement. Et ce n'est pas, ça ne date pas, il faut quand même l'avouer, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle en 2015, j'étais représentant sur le terrain, dans la commune d'Amokla, dans la 6e, pour des candidats. Et il se fait que je suis allé dans un centre de vote que vous ne pouvez jamais imaginer que là, il y a un problème.
mais c'est au vu aussi de tout le monde dans Bomé-Clavier, au bord d'une voie principale. Le nombre de votants dans ce bureau était de 400 et quelques, mais bizarrement, les gens n'existent pas dans cette localité. Il y a un autre centre de vote, les gens allaient voter. Et puis, on a fait le tout. Les gens ne venaient pas, mais le soir, c'est qu'on a eu les urnes remplies. C'est du constat, c'est du concret. Moi, j'ai vu ça. C'est pas que j'ai vu ça en 2015. En 2015. Donc, pour vous dire que ce système-là, c'est pas de... On ne va pas dire que c'est de la rupture, c'est pas de 2019-2020, non. Ça existait et ça a toujours existé, malheureusement, que ce soit au Bénin ou dans tous les pays pratiquement sous les tropiques. Hein. Fort heureusement, dans les pays développés, on appuie ce problème pourtant. Sauf que même en 2000, même aux États-Unis, il fut un moment où on a dit que Vladimir Poutine a dit ça contre les élections pour permettre à quelqu'un de devenir au pouvoir. Donc, en réalité, question de fraude, c'est courant à tous les pays parfois, même si les gens ont des instruments... Selon les réalités et les degrés divers. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fraude dans les urnes ou bien qu'il n'y a pas de fraude dans les élections en Afrique, notamment au Bénin chez nous, que nous connaissons. En tout cas, ça fait plusieurs années que je suis là. On a vu du concret. Nous allons retrouver Dynamisme. Oui, je voudrais même revenir sur un aspect qui est lié à l'audit du fichier électoral qui est très important. En réalité, moi, en tout cas de ma position, je vois le chef de l'État dans une option où les recommandations issues de l'audit ne seraient en réalité que des recommandations techniques, d'autres techniques, d'accord ? Alors que, mis à part, je l'ai souligné tout à l'heure, que le fichier électoral soit un outil technique, c'est également un instrument électoral. Et donc, si on ne tient pas compte de l'aspect électoral également, c'est-à-dire en ayant, en tout cas, le consensus autour de la question liée à aux recommandations issues de l'audit électoral, c'est comme si, pour moi, c'est comme si le chef de l'État cherche un moyen pour pouvoir légitimer, l'audit, les recommandations de l'audit du fichier électoral. Parce que c'est comme si j'ai mis les moyens pour que l'audit soit fait. D'accord? Je veux qu'il y ait un audit technique, mais je ne veux pas tenir compte alors de toutes les questions liées à la cohésion, des partis politiques autour de la question et autour des recommandations pour que les recommandations soient mises en œuvre. Alors, s'il est question de ça, alors je pense que l'audit aussi, lorsqu'on l'a vu et lorsque les recommandations viendront, alors ça ne sera simplement qu'une question de pouvoir légitimer tout le travail qui avait été déjà fait, du début jusqu'à la fin. Justement, sur cette même question... Je pense que, en fait, parlant du code de l'audit du fichier qui ne devait pas donner lieu à des contestations politiques et ne devait pas donner lieu à la révision du code électoral, le chef a parlé. Et en réalité, il faut faire très attention dans ce qu'il a dit, en tenant compte de ça. Pourquoi? Les partis, certaines formations qui le soutiennent ont dit que le code électoral, c'est bien dit qu'on ne peut pas faire un audit à 6 mois ou tu sais quoi, des élections. En fait, il faut attendre le délai prévu par la loi pour faire l'audit. Alors que là, le chef est en train de dire clairement que ça ne doit pas donner lieu à la révision du code électoral. En réalité, si on doit suivre ce que disent notamment les responsables du parti UP et le Renouveau, c'est que si on doit suivre ce que dit la loi, on ne peut pas faire d'audit actuellement. On ne peut faire d'audit sauf si on arrive à réviser le code électoral et revenir sur la date, c'est-à-dire modifier la date. Mais si on ne le fait pas, ce n'est pas évident. Le chef a montré sa bonne foi. Hein. Il est en train de dire clairement, moi j'ai donné les moyens, je vous donne carte blanche. Mais est-ce qu'en l'état aujourd'hui, quand bien même il y a un comité, est-ce que les partis qui le soutiennent seront prêts à accompagner cette initiative? Oui, en parlant de ça, c'est de ça que je voulais même... c'est par rapport à cette actualité information que je voulais vous relancer. Okay. La position des partis de la mouvance audit du fichier électoral, le gouvernement s'est expliqué, mais c'est Dynamisme Info qui en parle ce matin à travers sa une. Avec la complicité de Rebecca, nous allons retrouver l'affiche « Position des partis de la mouvance audit du fichier électoral. Le gouvernement s'est expliqué, mais 3 points de suspension. » Oui, le gouvernement s'est expliqué. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire le chef de l'État a parlé, le gouvernement montre ça. Lui, le chef du gouvernement, il est en train de montrer sa bonne foi. Ce main signifie quoi, selon vous? Oui. Comparativement à la position des partis de la mouvance présidentielle. Le problème, le chef est en train de montrer, mais en réalité, est-ce que les partis qui le soutiennent vont accompagner?
C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler quand même, c'est lui qui a promis ça aux opposants en 2023. Et c'est lui et ils ont relancé, en tout cas, l'initiative, le projet en 2024. Ils ont été reçus par le garde des Sceaux. Mais on a vu que le garde des Sceaux, qui est quand même issu d'une formation politique, mais il se fait que sa formation politique a été la première à ne pas vouloir accompagner cette initiative. Ils n'ont pas voulu, mais ils clament le respect des Oui, textes. c'est ce que je dis. C'est-à-dire, oui, en Mais réalité, est-ce en fait, de façon c'est la loi. noir sur blanc, est-ce que les tests interdisent ou bien disent forcément qu'il y a un délai de 6 mois avant? Oui, c'est clair. Est-ce que, ou Sur bien la question, à 6 plutôt, mois. moi je pense que les tests disent plutôt que l'audit doit être effectué en respectant un calendrier, un cadre temporel compatible avec le calendrier électoral. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas en réalité une date précise qui est dite dans les tests pour dire que, OK, s'il doit avoir audit, en réalité, moi je pense que c'est les institutions en réalité, d'accord, en charge, les institutions du gouvernement peut-être en charge de l'organisation des élections et autres, qui doivent prendre en réalité la décision de voir à quel moment il est quand même opportun de pouvoir le faire, afin de pouvoir respecter en réalité le calendrier électoral. Sinon, en réalité, même si les partis de la mouvance émettent quand même cet argument de délai constitutionnel en réalité, mais dans ce délai constitutionnel-là, il n'est pas mentionné qu'on ne peut pas faire d'audit. Je ne pense pas que dans les thèses, on a dit on ne peut pas faire d'audit, mais c'est-à-dire qu'il faut le faire en respectant en réalité le calendrier électoral. Alors, dans ce cadre précis, je pense que si aujourd'hui le chef de l'État et le gouvernement, qui est garant en réalité également des institutions de la République, pensent qu'il faut le faire, je pense qu'au niveau de la mouvance présidentielle et au niveau des partis de la mouvance présidentielle, c'est qu'ils doivent s'aligner normalement, d'accord, aux exigences ou aux recommandations que le gouvernement est en train de faire, en évitant d'abord et en finançant même le comité pour pouvoir faire le travail. Si à un moment donné, le gouvernement a décidé de financer, d'accord, le comité, afin que le travail soit fait, ça veut dire, est-ce qu'ils sont en train de dire en réalité que le gouvernement est méconnaissant des tests en matière du code électoral? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, en réalité, c'est une question de lecture que les partis de la mouvance présidentielle sont en train de faire. Et c'est ce qui les met peut-être un peu en arrière. Mais mieux, moi, je ne voudrais même pas que cette question soit normalement un frein aux réels problèmes qui sont liés à l'audit du code électoral. Est-ce que par le passé, est-ce que cela regorge des insuffisances? Est-ce que ça regorge d'inquiétudes qu'il faut quand même essayer de corriger pour pouvoir avoir l'adhésion de tous les partis politiques autour de cette liste-là, pour pouvoir permettre à tout le monde de savoir que, OK, les élections auxquelles nous allons aujourd'hui, nous y allons au même pied, à pieds égaux. Donc, du coup, ça permettra à tout le monde d'aller démocratiquement, de savoir que, OK, les résultats que j'aurai dépendront du travail que j'aurai fait. Mais si éventuellement, il y a des dispositions dans la liste électorale qui doivent permettre d'avantager un camp plutôt qu'un autre camp, ça va amener à polémique. Et c'est surtout ça, c'est pour ça que je dis que non seulement l'audit du fichier électoral, les recommandations qui seront issues ne seront pas seulement des recommandations techniques, mais ce sont des recommandations qui doivent tenir compte également en tout cas de tout l'ensemble de la classe politique pour qu'il y ait au moins un consensus autour de la chose. Oui, attendons de voir s'il y aura consensus. Les gens ont déjà montré le chemin, les gens ont clairement montré leur position. Est-ce qu'on va rêver avoir un consensus en 2025 alors qu'en 2024, les gens n'ont pas voulu qu'il y ait consensus et se sont réfugiés derrière les tests? Je pense que clairement dans la République, chacun choisit ce qui l'arrange. Parce que si aujourd'hui les tests arrangent les gens trouveront les motifs de dire clairement que oui, les tests sont dit, et puis par question. Parce que on a vu les mêmes personnes hier réclamer, demander, dénoncer. Et donc aujourd'hui, si d'autres sont en position de force et estiment que les autres ne peuvent pas dénoncer ou réclamer, je pense que véritablement, la roue continue de tourner et elle tournera toujours. Ce qui assure, le président Patrice Talon a déjà appelé à ce que le travail soit bien fait en toute transparence. Et je crois que le gouvernement a déjà... En fait, hier, je disais qu'en réalité, le chef, on tendait peut-être le chef sur la question des formations politiques qui le soutiennent. Donnera-t-il des instructions à ces formations politiques pour dire de revoir leur position? Mais puisque les autres ont utilisé les tests et n'ont pas le code électoral qui, en l'état, ne favorise ou n'arrange pas, et que le chef aussi dit
que ce audit ne doit pas donner lieu à la révision du code électoral, on doit quand même commencer par tirer les vraies conclusions plutôt que de perdre son temps. Bon, d'accord. Nous allons poursuivre. Non, il faut commencer par tirer les bonnes conclusions. C'est ça, exactement. Et passer à autre chose en réalité. Passer à autre chose. On sait déjà, les choses ont été déjà claires, quoi. Si les moyens... À l'écouter hier, moi je vois, il est déjà clair. Il a déjà donné sa position. S'il y a possibilité de faire, les gens feront le travail. S'il n'y a pas possibilité, je crois que les gens devraient continuer à passer à autre chose plutôt de continuer à pleurnicher sur le lait renversé. Et moi, c'est le moment même d'interpeller en réalité tous les acteurs qui ont demandé, d'accord, à ce que cet audit soit fait. C'est qu'il faut leur dire en réalité, ils doivent savoir ce sur quoi s'attendre. Parce que c'est vrai que les recommandations seront issues de l'audit du fichier électoral, mais c'est qu'ils doivent s'attendre avec le discours du chef de l'État que ces recommandations peut-être ne donneront pas lieu forcément à un réel changement de ce qu'ils espèrent ou de je ne sais pas, ce qu'ils attendent d'accord de cet audit-là. Et donc, ils doivent déjà commencer par travailler et faire comme si, en réalité, c'est le même fichier-là qui va nous conduire aux élections. Je crois que les gens comme vous appelez Daniel Eda doivent comprendre qu'il n'y aura pas d'assises nationales. Voilà, qu'il n'y aura pas de révision du code électoral. Il n'y aura pas de confiance nationale, voilà. Deuxième confiance nationale. En réalité, moi je pense que... Mais le président a eu l'occasion de se justifier par rapport à ces assises nationales. Il dit qu'il n'y a pas de problème a priori. Non. Je crois que la semaine dernière, je l'évoquais. On ne peut pas, parce que Daniel Eda demandait deuxième confiance nationale. Je disais que non, les contestes par rapport à 89 ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Et il a totalement raison par rapport à ça. Je crois que la semaine passée, ceux qui ont suivi m'ont clairement compris, apparemment. Parce que je disais clairement qu'on n'est pas en l'état, dans une situation où il faut organiser une conférence nationale ou une assise nationale. Mais j'estime que quand même, il faut organiser quand même, qu'on le veuille ou non, une sorte de dialogue où les acteurs se retrouvent autour d'une table discuter, pas un dialogue à l'image de ce qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Un dialogue où tous les courants sont conviés et tout le monde se parle, on se comprend et puis on évolue sur de bonnes bases. Parce qu'après Patrice Talon, c'est quelqu'un d'autre qui certainement prendra le pouvoir en 2026 et celui-là sera forcément aussi un Béninois. Et donc si on s'entend autour de l'idéal bénin aujourd'hui, celui qui viendra aussi devra comprendre que l'État étant une continuité, on ne veut pas... Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Seul le Bénin restera. Tout le monde passera. Mathieu Kékou est passé. Yaïboni est passé. Bon, je n'ai pas ceux qui sont même déjà décédés. Hubert Maga est passé. Donc, mais pourtant, le Bénin continue d'exister. Vous êtes allé trop loin. Oui, c'est pour dire. Non, ils sont encore en vie. Ils sont encore là. Ils ont encore le mois du mai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous partirez un jour, mais le Bénin restera. Forcément. Nous allons poursuivre. On ne peut pas faire de transparence sans la cohésion collective. On ne peut pas faire de transparence dans un processus sans la cohésion collective. S'il n'y a pas de cohésion collective, où est la transparence alors? Non, forcément, il y aura la cohésion entre les différents acteurs qui vont décider pour les recommandations de ces et les recommandations qui seront issues de l'audit de ces fichiers électoraux. Voilà, c'est parti. Nous allons à présent s'intéresser à la désignation des chefs de village et de quartier. Le parti FCBE bloqué, c'est le matinal qui titre ainsi. Et puis, un autre quotidien parle de la suspension de l'installation des chefs de quartier FCBE dans le... Voilà, l'information est affichée à travers le quotidien, le matinal. Roland Toneikes. Oui, le parti FCBE qui se retrouve bloqué en difficulté, et je vois que tous les journaux l'accompagnent. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, on va lui souhaiter bonne chance. Vivement que, parce que ce parti qui se refuse d'accompagner les initiatives des autres courants de l'opposition se retrouve en difficulté. Est-ce que les autres voleront à son secours ou bien ils vont le lâcher? Il faut qu'ils comprennent quand même que ne t'emportons pas qu'une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. Il faut une cohésion au sein de l'opposition, comme il y a une cohésion au sein de la mouvance présidentielle. On a vu la loi qui a été votée, et le parti FCBL, le parti d'opposition qui a eu des élus en 2020, au cours des élections communales. Et donc, aujourd'hui, quand la loi dit qu'il faut nommer les chefs de quartier et les chefs de village, ce parti se retrouve en position d'avoir la possibilité de nommer également des chefs de quartier et chefs de village, mais il se fait que ce processus est bloqué. J'ai dit qu'au niveau de l'UP, au niveau de l'UBR, c'est qu'il y a
comment on appelle, un pacte de non-agression entre les deux formations politiques qui fait que quand vous êtes dans une localité, vous êtes chef quartier ou chef village, vous êtes BR, c'est que les membres de l'UP ne viennent pas vous déranger pour dire pour les élections communales, c'est nous qui avons la majorité. Bon. En fait, en réalité, il n'y avait pas eu d'élection locale en 2020. Ceux qui étaient là sont ceux qui ont été élus avant 2020, qui sont restés en poste. Et entre-temps, depuis l'avènement de Patrice Talon, beaucoup parmi eux ont changé de couleur politique. Ceux qui étaient FCB ou je ne sais quoi sont devenus UP Le Renouveau ou BR. Bon, comme c'est là-bas que ça brille bien et les gens ont la chance d'avoir la tête sur les, en tout cas la tête tranquille, beaucoup sont allés dans ces formations politiques. Donc, du coup, dans ces localités où il y a les conseillers, les chefs quartiers BR ou UP, ces gens ne sont pas inquiétés. Ils se sont compris entre eux pour dire, bon, nous, on n'a pas besoin d'échanger pour autant. On maintient nos éléments parce que nous sommes tous dans la mouvance. Mais il se fait que c'est le parti FCBU qui se retrouve en difficulté maintenant parce que lui n'a pas peut-être... bon, même si vous pensez que vous êtes amis des gens, quand les intérêts arrivent parfois en politique, il n'y a pas d'amis. Le général de Gaulle l'a dit. En tout cas, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Je paraphrase en disant en politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a que des intérêts. Et dès que les intérêts viennent, soyez sûr que vous serez lâché. Marc Goudianon, pensez-vous comme Dynamisme Info que la FCBE sont pris aujourd'hui à leur propre piège? En novembre, je pense que la Sénat avait remis la liste des localités où les partis politiques quand même devaient désigner les chefs. Et puis, dans l'article 201 nouveau du Code électoral, ça dispose que le chef du village, d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. Et lorsque vous voyez les zones qui sont concernées par les inquiétudes liées à la désignation, vous voyez qu'en réalité, c'est des zones du Nord en général. Et ces zones avaient déjà quand même beaucoup plus d'appartenance politique vis-à-vis au parti FCBE, même si je ne peux pas dire forcément que ce n'est pas totalement le FCBE de Rompé, mais l'ancien FCBE que les gens ont toujours connu. Et donc, ils ont eu quand même pas mal de suffrages dans ces zones-là. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant de la désignation, je pense qu'il y a question de guerre d'intérêts, d'accord, tel que Laurent l'a dit, il n'y a que les intérêts. Et jusqu'à ce moment, je pense que Paul Rompé n'a pas voulu aller de façon très précipitée en ce qui concerne la question. Il a dit, ou il dit quand même qu'il a lancé des enquêtes, en tout cas, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui motive en réalité la suspension de l'installation de ces chefs de village et de quartier de ville. Et donc, ce n'est qu'au retour, d'accord, des enquêtes qu'il pourra quand même se prononcer pour dire s'il y a mal donne, s'il y a injustice ou pas. Mais je pense que, bon, pour le moment, il n'a qu'à attendre, ou bien nous-mêmes, on va l'attendre pour voir les résultats des enquêtes qu'il a lancées, sans pour autant savoir en réalité aujourd'hui les motifs qui sous-tendent en réalité la suspension. Et voilà, et pour finir cette deuxième rubrique, nous allons parler sport avec Palmarès. Palmarès qui parle des éliminatoires de la CAN féminine de 2026. Les Amazones du Bénin franchissent un cap historique. Voilà. Roland? C'est moi qui ai écrit son article. Quand on arrive à gagner un match, là, vous dites que quand vous arrivez à gagner un match, on dit cap historique, c'est des trucs comme ça. Après, quand ils seront battus 4-0, maintenant, vous allez commencer par encore dire parler. Marc, allez-y. Mais bon, quand même, il faut quand non, même il faut célébrer. Je célèbre. Remercier ces Amazones-là. Oui. D'accord. Je célèbre. Qui ont défendu les couleurs du Bénin et qui ont pu battre la Sierra Leone 3-1. Belle manière de célébrer. Célébrer, continuer. Et c'est une façon de valider leur billet pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Et avec un score cumulé de 5-2, disons,
et elles vont pouvoir quand même poursuivre leurs rêves et s'apprêtent à relever également un défi de taille face au Nigeria, parce qu'il faut remarquer qu'au niveau du second tour, elles vont faire face au Nigeria, qui est une équipe féminine très dure à battre également. Et donc, ils ont beaucoup d'efforts à faire et beaucoup d'efforts à fournir. Mais par rapport à ce premier pas, d'abord, en se qualifiant pour les seconds tours, c'est déjà louable, parce qu'il faut remarquer que l'on parle d'équipe féminine, et lorsqu'on parle de notre configuration, de nos réalités, en tout cas du Bénin, ce n'est pas forcément, on ne voit pas toujours les femmes aller au devant de la scène sportive et même footballistique. Lorsque j'ai ma chère Carole qui ne s'intéresse guère à tout ce qui est football, par exemple, vous comprenez que lorsqu'on a des footeuses, par exemple, qui arrivent à défendre les couleurs, elles sont comme des agodiers footballistiques, et donc il y a question quand même de les remercier, de leur rendre quand même, de les rendre fiers du travail qu'elles ont pu abattre quand même. Reste à savoir maintenant, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer avec le second tour, par exemple, des qualifications qui vont se dérouler, et alors qu'ils ont un grand... elles ont un grand os dans la gorge. Je vais parler du Nigeria, qui est une grande équipe qui a été au mondial et qui était presque en finale, je pense bien, ou en demi-finale au niveau des mondiaux. Et donc, je pense qu'ils ont encore du chemin à faire. Ils doivent beaucoup s'entraîner. Vous les confondez toujours aux hommes, non? N'oubliez pas. Elles doivent toujours s'entraîner. Elles doivent toujours s'entraîner. Parce que vous n'êtes pas habitué à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir quand même... Oui, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir commencer à nous habituer, pas seulement aux guépards, mais quand même également à ces Amazones-là, pour qu'elles quand même, puisqu'elles font un grand travail. Vous imaginez parfois peut-être qu'il y a des mères de famille dedans, il y a des jeunes filles peut-être qui vont laisser... Il y a des familles qui jouent là-dedans. Bien sûr. Il faut les enlever. Pourquoi? Il n'y a pas de pères de famille dans l'équipe des guépards. Il y en a plein. Presque tous sont des pères de famille. Alors qu'on parle d'égalité du genre, on ne peut pas dire que c'est parce que les femmes sont des mères qu'elles ne vont pas jouer. Et si elles donnent un bon rendement, si elles ont un enfant, c'est bon. Mais si c'est des mères de 3 enfants, pardon. C'est l'équipe. Pourquoi? Parce que les femmes de 3 enfants ne sont pas productives. Si elles tiennent physiquement sur le... Il faut voir. Merci, Carole, de défendre les Je ne peux que défendre ces vaillantes femmes. Vous parlez de quel pays? Du Bénin. Vous parlez du Bénin, où les conditions ne sont pas totalement réunies pour les femmes. Quelles conditions? Attendez. Vous écoutez que les conditions sont réunies pour les femmes pour s'exercer tous les jours, faire le sport tous les jours. Ailleurs, vous pouvez avoir une femme qui a 2 enfants, 3 enfants, qui est en bon état parce que l'État accompagne. Mais ici aussi, ça se fait. Ici aussi, il en existe. Attendez, il y a les efforts. Il y en a. Mais dans cette équipe-là, si vous avez des mères de famille, 3 enfants, 2 non, enfants, même si, hormis le côté football, hormis le sport, on a des femmes qu'on connaît qui sont très sportives. Même si vous les voyez, si on vous dit elles ont fait 3 enfants, vous n'en saurez jamais. J'ai une amie personnelle qui fait la bosse, l'aïkido, elle est coach sportive. Elle a 2 enfants. Quand même, je sais. Mais c'est-à-dire, dans ce football-là. En fait, le problème, moi, je veux quand même féliciter les Amazones, hein, parce que tout le monde les félicite. Mais moi, je vais attendre. Parce que tout le monde les félicite. Je vais faire comme tout le monde. Pourquoi ne me disent pas que je suis antipatriote? Donc, ce que je veux faire, c'est que je les félicite. Mais je suis réservé pour dire, allez battre le Nigeria et revenez, moi, je vais quand même vous offrir un cadeau. Ça, c'est toujours votre position. Même face au guépard, vous n'avez jamais été optimiste par rapport au guépard. Et donc, par rapport aux Amazones, je ne m'attends pas à rien de spécial venant de votre part, pour les guépards, il m'arrive d'être optimiste. C'est seulement vers la fin que vous avez été seulement une fois supporter. Mais je leur envoie quand même les vibrations positives. Non, vous savez, je suis dans la posture du Béninois. Et pourquoi vous ne le faites pas ce matin? Non, je suis dans la posture du Béninois qui constate que parfois, on dépense de l'argent, mais parce que pour moi, il manque parfois du sérieux à bien des niveaux. Vous êtes joueur, vous comprenez ce dont je parle. Il manque parfois de sérieux à bien des niveaux, ce qui fait que nous peinons à décoller. On ne peut pas continuer. Vous imaginez, je suis une époque où on a une équipe féminine du Bénin, où c'est rien que des filles du Nigeria. Oui. Mais est-ce la faute? Attendez. Mais la faute, c'est aux dirigeants. Oui, mais c'est ce que c'est la faute aux dirigeants. C'est pas à ceux qui jouent. Non, mais justement, c'est ce que je dis. En réalité, écoutez, combien on a des écoles de football au Bénin aujourd'hui? Combien d'écoles de football où il n'y a rien que des garçons? Combien d'écoles de football nous avons aujourd'hui pour les jeunes filles? Commençons par là d'abord. Non, il y en a. Non, mais combien? J'ai dit combien? Il faut dire pratiquement dans tous les quartiers, maintenant, vous avez une école de football. D'accord? Oui. Mais malheureusement, pour les filles, vous allez compter ça au bout des doigts.
pour vous dire qu'il y a un problème à ce niveau également qu'il faut régler. C'est-à-dire que nous avons, quand vous regardez les filles du CG Kobli, qui sont allées briller au-delà de l'Afrique, en tout cas, au-delà du Bénin. Quand ils sont revenus, quelle a été la suite? Elles sont là, elles travaillent. Elles travaillent où? Elles travaillent, elles s'entraînent. Les enfants vont à une compétition africaine, brillent, honorent le Bénin. Vont à une compétition mondiale, honorent le Bénin. Reviennent au pays. On lance un recrutement pour un centre de formation de l'État avec la CAF. À, je sais quoi, Ndali ou je crois, Kandi ou je sais quoi. Et puis, on lance une détection. Alors que ceux qui ont mouillé le maillot, qui ont rendu hommage au pays, sont là. La meilleure chose à faire, c'est de donner une suite à chance à ces enfants d'évoluer ensemble. Parce qu'il y a encore d'autres enfants qui sont meilleurs. Je suis d'accord. Mais première chose à faire, d'abord, c'est de mettre ces enfants en condition et de les laisser évoluer ensemble. On a vu Ouro, les enfants qui étaient allés au Brésil à une époque donnée, ceux qui ont fait l'ISS craqué. Mais moi, j'ose espérer que aujourd'hui, il y a le championnat scolaire qui existe toujours. Mais le ces enfants sont en train de suivre un processus. Pour moi, chaque fois qu'il y a championnat scolaire et que les enfants brillent, et même vont au plan africain briller, donner de la valeur au Bénin, quand ils reviennent, c'est une équipe, ils ont joué ensemble. Si on travaille avec les enfants ensemble, on aura dans 5 ans, 10 ans un résultat parce qu'ils vont développer un jeu d'ensemble. Malheureusement, ce n'est pas ça chez nous. Parfois, les enfants font tout, ils reviennent. Et puis après, vous savez très bien comment les décisions sont parfois faites. Parfois, on sait combien... Oui, mais bon, l'autre chose qu'il faut reconnaître aussi, c'est que les parents, dans une première appréhension, n'ont pas inscrit leurs enfants à l'école pour qu'ils deviennent forcément footeuses. Et donc, peut-être, certains parents ont des réticences à ce que peut-être que leurs enfants évoluent dans cette carrière-là. Venez me faire part de ce que des parents ont des réticences. Là, je comprendrai. Si aussi longtemps que vous ne me convainquez pas en me disant que des parents... Parce que l'office... l'OBSU est là. Tant que les gens ne vont pas me prouver que des parents se sont opposés à ce que leurs enfants soient envoyés dans une école de football, je continue de les interpeller. Et puis quand je dis ça, regardez, on parle de Diamba au Sénégal. C'est un Béninois qui a créé ça là-bas. Et les enfants qui ont évolué dans ces centres-là ont développé un jeu d'ensemble aujourd'hui, font la fierté du Sénégal. Et je rappelle, et ça a toujours été un choc pour moi, que celui qui a marqué le but au Bénin à la CAN 2019 pour nous faire sortir de la compétition a été un jeune formé par Diamba, qui est créé par un Béninois, qui, parce qu'il n'avait pas les conditions, on n'avait pas encouragé à créer ça au Bénin. Et ce jeune qui a été formé par notre compatriote est venu nous crucifier dans une compétition où on avait des chances d'aller en demi-finale. Donc pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que des gens qu'on a ramassés comme ça, on a retrouvés dans les quartiers. Bon, toi tu es bon, et tu joues bien, viens, Je ne vais pas parler de guépards. Pour les guépards, c'est encore plus grave parfois. Quand on a besoin de renfort, on a besoin de renfort, le coach prend son billet d'avion, va dans les localités, dans certaines villes de la France, essaie de trouver un peu, si on peut trouver un jeune qui joue 3 ans, 4 ans. Merci Roland Tonné. Les mots liés au football sont énormes au Bénin. Bon, donc, nous en avons toujours parlé sur ce plateau. Oui, non, je leur rappelle ça. Nous encourageons les femmes qui vont compétir bientôt. Merci. Et nous leur souhaitons je leur souhaite toutes les chances possibles. Je leur souhaite de battre. Ce n'est pas impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. En réalité, on a quitté quelque part, on a quitté loin. Voilà, on a quitté loin et on est en train de faire notre petit pas. Recevez nos vibrations positives. Nos dirigeants, prenons la responsabilité. Et nous allons démarrer l'horoscope ce matin. Je ne suis pas contre les filles. Avec la complicité je leur souhaite la chance. De Rebecca à la régie. Il faut la laisser s'entraîner ensemble. Mais monsieur Laurent, vous avez une jolie fille. Pourquoi vous ne l'envoyez pas dans une école de foot? Non, elle ne veut pas jouer.